C'est la question qu'on se posait au début de l'émission, Franck Tapiro. Comment on peut libérer tous les otages et en même temps faire la guerre? On le savait depuis le démarrage, depuis le 7 octobre, on s'est dit que bien entendu tout cela a été organisé pour piéger Israël, pour piéger Tsahal, pour justement pousser Israël, parce que ces gens-là, comme vous le disiez très justement, savent que ce qui est le plus important pour le peuple juif, non pas que pour Israël, c'est la vie, que rien n'est plus important que la vie. Donc d'avoir à sauver des vies en ôtant des vies du Hamas, c'est déjà extrêmement paradoxal, très compliqué à intégrer, et donc il va falloir le faire en séquence, mais vraiment il faut le dire et le répéter, parce qu'au démarrage on dit de toute façon c'est fini, les otages sont tous morts, Israël va arriver, va transformer Gaza en parking. Ça, encore une fois, vous avez bien vu à quel point non seulement c'est pas vrai, le temps que ça a pris d'abord à Israël d'attaquer pour déjà permettre à la population gazaoui de passer du nord au sud, pour permettre justement de bien cadrer les choses, d'avoir des objectifs ciblés, même si, et je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit, de plus en plus de gens pensent exactement l'inverse, alors qu'il y a des preuves sur le terrain. On va dire les images, on peut tout leur faire dire, mais sur le terrain, on le sait, que d'un côté, il y a des statistiques cadrées de l'armée, et de l'autre, on a des chiffres. N'oublions pas que tous les chiffres, parce que les gens parlent, vous savez, les 14 000 morts, demain ça va être 20 000, avec, vous avez remarqué, toujours la même arithmétique. La moitié, c'est des enfants. Pourquoi ? Parce que à peu près 50% de la population gazaoui ont moins de 18 ans. Donc dans leur tête, c'est facile. On invente un chiffre, on coupe en deux, on dit c'est les enfants, et le reste, c'est les femmes. On ne parle jamais d'hommes, et surtout, vous avez remarqué, on ne parle jamais de hommes ou de combattants ou de terroristes. Pour eux, il n'y a que des femmes et des enfants. Donc on participe malheureusement tous, malgré nous. C'est ça qu'il faut éviter de répéter ces chiffres, puisqu'ils sont évidemment faux, et on le découvrira, j'espère, le plus rapidement possible à la fin de cette guerre. Donc, il faut savoir, ça y est, les problèmes, et de savoir qu'aujourd'hui, Israël doit aller au bout, parce qu'ils doivent aller au bout pour éradiquer, non pas seulement le Hamas à Gaza, mais pour éradiquer une partie du djihad islamique dans le monde entier. Ils sont au front pour nos valeurs. Ils se battent pour nous ici. Hein. Donc l'Union sacrée, elle est ici et elle est là-bas. Je le répète à chaque fois. Vous avez raison. Céline Pina. En fait, on fait comme si il y avait un moyen de régler le problème sans verser le sang et comme si Israël ne l'utilisait pas. Il n'y en a aucun. C'est-à-dire qu'on est là, nous, très confortablement installés, parce que depuis 1945, on n'a pas eu de guerre sur notre territoire. On ne sait même plus ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est qu'avoir le choix entre deux mots. Or, c'est dans cette situation qu'Israël est placé. Il a le choix, soit laisser sa population se faire massacrer, soit faire la guerre. Et quand vous faites la guerre, vous faites des morts. Et oui, c'est atroce, parce que, bien entendu, une partie de ces morts sont innocentes. Un enfant ou un bébé qui meurt dans un bombardement, il n'a rien fait et il ne mérite absolument pas ça. Mais vous n'avez pas le choix. Et nous, on fait comme si, en fait, il y avait moyen de résoudre le problème sans verser une seule goutte de sang. Et même pire, on est parfaitement hypocrite. Parce que, d'abord, la population, elle a choisi son camp. C'est-à-dire que notre population, à 80%, elle soutient Israël. Pourquoi ? Parce qu'elle a reconnu dans les agresseurs d'Israël ceux qui ont massacré au Bataclan, ceux qui ont canardé les terrasses des restaurants, etc. Elle sait ce qui est en train de se passer. Ceux qui nous livrent un narratif un petit peu compliqué à suivre quand même, c'est finalement une partie de la population qui, elle, est parfaitement manipulée et qui sert des objectifs, et c'est là où ça devient atroce, autrement dit, des objectifs électoraux. Autrement dit, elle est persuadée qu'en soutenant les islamistes, elle va se mettre dans la poche le vote musulman, ce qui est insultant pour les musulmans en France. Donc, sincèrement, il faut qu'on sorte de cette nasse et qu'on assume. Oui, moi, je suis comme Golda Meir. Je préfère les condamnations aux condoléances, surtout quand le peuple qui se bat le fait en essayant au maximum de préserver son humanité et l'humanité des autres, propose aux populations d'aller se réfugier dans un endroit qu'il ne bombardera pas, se comporte comme nous ne sommes pas comportés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais Éric Revel. Cela est très juste, Céline, Pina et Franck Tapiro, mais je voudrais quand même dire une chose. Tout comme je n'ai jamais cru que les frappes ciblées de l'armée américaine en Irak, avec des images filtrées par CNN, ne faisaient pas de morts dans la population civile, de la même manière, mon cher Franck Tapiro, je ne crois pas un seul instant que tous les Gazaouis qui meurent soient liés au Hamas et qu'ils ne soient pas en pleine souffrance. Donc, non mais ce que je veux dire, c'est que... Non mais attendez, je voudrais juste dire, je ne fais aucune confiance au Hamas puisque pour moi c'est un groupe terroriste. Donc je ne fais pas confiance au Hamas sur les chiffres qu'il donne. Vous avez raison, 10 000, 14 000, etc. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que
tout comme vous avez des Irakiens qui n'étaient absolument pour rien dans le régime, d'ailleurs, dont on pourrait discuter de Saddam Hussein, et que les frappes ciblées américaines ne touchaient pas que les objectifs militaires, c'est la guerre, c'est la guerre. Il y a évidemment, pendant l'offensive de Tsahal, des victimes innocentes dans la bande de Gaza. Je l'ai dit ici, répété. Non, mais, Il ne faut pas confondre. voilà, Il ne faut pas confondre les victimes collatérales de riposte légale, parce que n'oublions pas, encore une fois, vous le savez, d'un point de vue militaire, d'un point de vue juridique, quand on envoie un missile, parce qu'il faut arrêter de parler de roquettes, ce sont des missiles qu'ils envoient, d'une école, par exemple, d'une mosquée, l'endroit d'où part le missile devient une cible de guerre. C'est la Convention de Genève, c'est la règle de la guerre. Donc quand on bombarde cette mosquée ou cette école parce qu'elle est devenue un lieu de guerre, les victimes collatérales sont dues à qui ? Pas à celui qui riposte, mais à celui qui instrumentalise la population, Franck. qui remplit les écoles, qui remplit, vous le savez, qui empêche les gens de partir, qui crève les pneus des bagnoles, qui leur pique les clés de bagnole, qui met des murs sur les routes. C'est ça qu'il faut dire. Le Hamas est l'ennemi de la population gazaoui. Voilà, parce que dès lors, il faut le dire et le répéter. Le Hamas sert d'école ou d'hôpitaux pour se cacher, il sait très bien que les premières victimes vont être celles qui sont au-dessus, c'est-à-dire les Gazaouis, y compris les Gazaouis innocents, qui sont d'une certaine manière piégés ou pris en otage. Bien sûr. Si on peut utiliser le mot otage pour autre chose. Ils sont pris en otage, ils sont assassinés par eux, vous le savez, et puis surtout, c'est les empêcher de partir. N'oublions pas, et regardez les images aussi, elles sont claires. Qui protège les Gazaouis pour passer du nord au sud ? Qui ? C'est l'armée israélienne. Mais ce qui est incroyable, c'est c'est Israël qui protège les Palestiniens, il faut le dire et le répéter. C'est sur le terrain. Ça paraît inouï parce qu'on a malheureusement des cerveaux qui ont été complètement manipulés. Et donc les gens pensent que la population est bombardée de façon aveugle par Israël. C'est faux. Puisque d'abord, on ne bombarde pas le sud, on bombarde le nord. Non, mais etc. Donc, il y a quelque chose qui est intéressant dans l'échange qui vient d'avoir lieu, parce qu'en fait, pour la France, il est très significatif, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand vous expliquez ce que Franck Tapiro essaie d'expliquer, la manière dont on va vous le renvoyer, ça va être de dire vous n'avez aucune compassion pour les innocents palestiniens. Et quand je vous dis ça vous met en danger, c'est que moi, je suis sous protection parce que des gens ont fait croire que quand on explique ce qu'est un crime de guerre, ça veut dire qu'on n'a pas de compassion pour les gens qui meurent de l'autre côté. Ils sont tombés dans le piège du Hamas. Exactement. Et sauf que, c'est pas vrai. Sauf qu'aujourd'hui, nous-mêmes, quand on parle, on a ça en fond d'écran. On sait qu'aujourd'hui, en France, selon le discours que vous tenez, il y a des fous aussi cinglés que ceux qui ont commis des attentats qui sont prêts à passer à l'acte. Et ça, c'est un vrai souci. Et en fait, il y a beaucoup de courage sur vos plateaux, Laurence. Et je voudrais saluer votre courage à vous, Céline Pina, qui prenez le risque de l'expression que vous avez régulièrement sur nos plateaux, celui de Sabrina Medjeber aussi. Merci, ma chère Laurence. Qui subit elle aussi beaucoup de pression, de menaces, et comme vous, Franck Tapiro, et comme j'imagine aussi tous ceux qui sont autour de cette table. Vous imaginez de quoi on parle quand même. On a eu un témoignage tout à l'heure de quelqu'un qui nous explique à quel point il y a une expertise dans la prise en charge des otages, pour vous dire comme c'est devenu une réalité quotidienne. Et là, on parle d'une menace complètement généralisée. C'est que les uns et les autres, nous sommes sous menace. Alors plus ou moins voilés, en tout cas sur les réseaux sociaux, tout le monde est droit. Oui, mais ça, il ne faut même pas regarder. Il vaut mieux pas regarder. Eh bien, elle correspond plus ou moins à la réalité, mais elle est là. Nous sommes des dizaines et des centaines. Qui auraient cru ça il y a 20 ans ? Quelqu'un sous protection policière, c'était quelque chose d'exceptionnel. C'était une personnalité très exposée. Là, c'est un simple commentateur qui dit quoi ? Qui rappelle des évidences. C'est un mouvement terroriste, que c'est un mouvement barbare, que ce sont des monstres, qu'en effet, on comprend très bien la souffrance des uns et des autres, qu'on ne dit pas qu'un mort ne vaut pas un autre mort. Nous sommes universalistes. Un mort gazaoui, ça vaut un mort israélien. Et réciproquement, eh bien, ça vaut menace de mort. Évidemment. Éric Revel. La meilleure preuve qu'on puisse apporter dans ce débat sur le caractère terroriste du Hamas et de ceux qui menacent les gens autour de ce plateau, c'est que précisément quand vous menacez quelqu'un de mort, vous êtes évidemment contre le débat, contre la démocratie, contre l'explication, mais vous voulez la mort de celui qui ne pense pas comme vous. C'est la définition du terrorisme. Qui est présent en France, mon cher Eric, qui est présent partout en Occident. Dès lors qu'une personne ose émettre une opinion contraire ou même une critique qui est le droit absolu de chacun, eh bien vous êtes conspué, vous êtes menacé à ce titre-là. Donc c'est effectivement ce qu'appelle Alexandre Delval le djihad judiciaire et le djihad structurel par la mort. Voilà, les coupeurs de langue et les coupeurs de langue et les coupeurs de tête. Vous avez remarqué que ceux qui, en revanche, et on en connaît beaucoup, qui continuent à dire que, bien entendu, le Hamas n'est pas un mouvement terroriste, ce sont des résistants. Ceux-là
ils ne sont pas menacés. Ceux-là ne sont pas sous protection judiciaire. Non, ceux-là, ils sont même bien organisés. Ils sont même bien organisés. Ce qui est d'incroyable, on ne parle même pas de justice ou d'injustice, parce qu'on est vraiment dans un autre paradigme aujourd'hui. C'est que quand on prend des valeurs universelles de paix, de lutte ensemble, tous ensemble, réunis contre le terrorisme, d'union sacrée, qui est le mot que je prends depuis des années, de révolte citoyenne face à la haine et à la violence, là, on risque d'être menacé et d'être donc protégé. Et en revanche, quand on est dans le camp de l'horreur, quand on ose dire des choses épouvantables et de dire oui, mais Israël a bien cherché. Alors ceux-là, non seulement ils ne sont pas protégés, ils ne sont pas menacés, pire que ça, ils sont aimés, encensés, poussés, retweetés. Par certains médias, notamment. Oui, par certains médias. C'est ça qui est terrible. Ceux qui parlent, par exemple, de la prison à ciel ouvert qui a été fabriquée par le Hamas depuis 2007. Bien sûr qu'il y a une prison à ciel ouvert, mais c'est le Hamas qui gère Gaza. Il faut le dire. Eh ben, ces gens-là, eux, ils peuvent proférer tout ce qu'ils veulent. Regardez le lâcher d'expression, même sur LinkedIn, où pourtant qu'il y a un réseau professionnel. Et c'est là où il y a le plus de haine. C'est tous les jours, c'est quotidien. Et surtout, ça s'amplifie de jour en jour. Allez, on va juste écouter de nouvelles réactions recueillies en Israël après l'annonce de la libération de la jeune Mia franco-israélienne de 21 ans. J'ai été tellement heureuse de voir une nouvelle otage libérée ce soir. Parce qu'ils sont israéliens et juifs. On attend vraiment de les voir. Je suis heureuse que la plupart soient vivants. Nous voulons absolument qu'ils rentrent à la maison. Je pense que c'est une super nouvelle. On ne pouvait pas espérer mieux. J'espère juste qu'ils n'ont pas souffert. C'est un choc pour nous. On vous attend en Israël. Les habitants israéliens qui sont ravis, qui attendent ces otages, qui n'ont pas encore pris l'hélicoptère. On attend évidemment ce moment toujours très symbolique de l'arrivée en hélicoptère à l'hôpital des otages. Sans doute attendent-ils le groupe des 8 autres otages, Franck Tapiro, qui doivent être libérés aussi dans la soirée, et peut-être aussi des 3 dépouilles d'otages dont on parle depuis tout à l'heure. Alors ces 3 dépouilles, justement, voilà, tout le monde... Encore une fois, voilà une manipulation, voilà un nouvel acte de terrorisme. C'est un acte de terrorisme. Parler de 3 dépouilles, de ne pas dire qui elles sont, et de dire, c'est évidemment non seulement la mère et ses 2 bébés, mais dire d'emblée, à cause d'un bombardement israélien, regardez, le terrorisme des images, le terrorisme des mots, le terrorisme des actions, la rafle, la prise d'otage, la négociation. Moi, ce qui me dérange, je vais vous dire sincèrement, et vous le savez de ces derniers jours, même si il faut se féliciter et être heureux de ces délibérations, mais il y a une chose qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, c'est le Hamas qui a la main. Aujourd'hui, c'est le Hamas qui décide du timing, de la décision. Il a le droit de vie ou de mort, encore sur les otages, droit de libérer qui il veut. Vous imaginez qu'on fait des listes, on fait des sélections comme à Auschwitz. Comme à Auschwitz, on sélectionne les enfants. Alors les Français, on les met de côté, les Israéliens, évidemment, non. Donc, mais vous vous rendez compte que la dernière fois qu'on a fait ça, c'était à Auschwitz et à Entebbe. Ou à Entebbe, dans l'avion d'Air France qui a été détourné, on a séparé les Juifs des autres. Donc, encore une fois, c'est la résurgence des vrais nazis. Il faut le dire sans avoir peur, puisque c'est la vérité, c'est exactement ce qui se passe. C'est des faits, et puis surtout, ils répètent, ils en font la promotion. Et il y a encore des fous qui tentent à dire que les nazis sont de l'autre côté. Donc, s'il y a d'incroyable... Très bien ce qu'ils font. Les idéologues, bien sûr, Eric Nolot, qui sont-ils alors? Bien sûr. L'extrême gauche française qui a décidé que de toute façon, il faut soutenir les musulmans, qu'ils soient bourreaux ou victimes. Exactement. Donc il y a une sorte d'essentialisation tout à fait délirante, puisque moi je m'en fous qu'il soit musulman, je juge quelqu'un à ses actes. Si le musulman est victime, je le soutiens. S'il est bourreau, je le condamne. Ça s'appelle l'universalisme. Moi je ne décide pas s'il y a des bonnes victimes ou des mauvaises victimes, des bons bourreaux, des mauvais bourreaux. Mais à l'extrême gauche, c'est vraiment des gens complètement égarés, psychologiquement et même au-delà de la psychologie, politiquement. Ils ont décidé que ça ne marche pas comme ça. Ils ont choisi les victimes et ils choisissent les bourreaux, comme on triait les victimes dans les camps de concentration. C'est absolument monstrueux. Voilà. Je vais essayer de répéter ce mot. Céline Pina. C'est que souvent parce que ce sont des gens qui ont une vision assez débile du monde. C'est-à-dire que pour l'extrême gauche, si le monde va mal, c'est qu'il y a des méchants. Donc, vous tuez les méchants et vous n'avez rien à faire, pas de théorie, vous n'avez même pas à proposer une nouvelle société. L'élimination du méchant fait qu'ensuite vous baignez dans le bonheur. Il suffit de le dire comme ça pour qu'on voit l'intense connerie du système. Mais ça fonctionne parce que c'est simple et que c'est basique.
et qu'en fait, il est toujours plus compliqué de chercher une solution que de désigner des coupables. Mais quand vous écoutez l'extrême gauche, il ne vous dit jamais quel modèle de société ils vont construire. Pourquoi ? Parce que ce modèle de société, il est atroce. Ils le connaissent. Ça a donné 93 et la terreur. Ça a donné Daesh. Et c'est toujours ces systèmes de société qui reviennent. Donc, bien entendu, qui ne vont pas vous expliquer ce qu'ils sont en train de construire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la fascination pour la violence. Parce que la violence absolue, c'est un mythe et c'est un fantasme. De qui on a retenu Gengis Khan, par exemple, il a réussi avec des méthodes extrêmement rudimentaires à faire un nombre des morts par dizaines de millions, à tel point qu'on se demande s'il n'a pas presque atteint le nombre de morts de la Seconde Guerre mondiale. Donc vous voyez bien, il y a une fascination comme ça. Et la dernière référence que je voulais vous donner, c'était celle de Kaiser Soze dans Usual Suspect. Un film américain. Ouais. Voilà, et dans ce film américain, vous avez un homme qui devient une légende criminelle. Et comment il devient une légende ? Il se trouve qu'il y a des mafieux qui enlèvent sa femme et sa fille. Lui arrive, il bute tous les mafieux, il en laisse un en vie. Et à la fin, il lui dit maintenant, regarde. Et il prend son flingue et il bute sa femme et sa fille d'une balle dans la tête. Et là, il dit maintenant, plus personne ne me tiendra et je te libère pour que tu puisses le raconter. Et de fait, il devient une légende. Parce qu'il s'est tellement extrait de l'humanité que plus personne pense pouvoir être plus fou que lui. Et c'est ça la source de son pouvoir. Et aujourd'hui, le Hamas, les 3/4 des gouvernements pensent que jamais ils ne pourront abattre des cinglés pareils. Et donc, ils préfèrent faire le gros dos. Éric Revel, ça vous fait réagir, je vois. On voit bien comment l'extrême gauche et une partie de la gauche a perdu l'électorat classique qui était le leur, c'est-à-dire l'électorat plutôt ouvrier, qui est parti avec armes et bagages du côté du Rassemblement national. Et en fait, je me souviens de certaines discussions avec le leader Maximo, il cherchait un autre territoire électoral, il cherchait un autre... Et en fait, celui, à l'époque des cités au sens large, l'intéressait déjà beaucoup. Donc, je pense que tout ça, en fait, c'est pas du tout l'acte de fou. C'est au contraire c'est une stratégie politique très claire, dont on peut se demander quand même. Terra Nova 2011. Terra Nova 2011. Plus B égale C. Donc, voilà. Mais dont on peut se demander d'ailleurs si, in fine, parce que Jean-Luc Mélenchon est un politique roué, madré. À l'histoire épaisse. Évidemment, personne n'oubliera ce qui s'est passé le 7 octobre, mais surtout, peut-être qu'une partie de l'électorat le plus radical des musulmans n'oublieront jamais ce que Jean-Luc Mélenchon a dit à ce moment-là. Et s'il arrive à adoucir son ton sur une autre stratégie, à capter une autre partie de l'électorat français, écoutez, on verra comment les choses s'additionnent. C'est un vrai sujet, on verra. Notamment sur des législatives. Pour lui, en fait, il veut créer des nouveaux prolétaires. Il crée une nouvelle forme de prolétariat, pensant que dans sa tête, un peu bizarre, de gourou, parce que pour moi c'est plus un gourou qu'un leader politique, et depuis de nombreuses années, on voit il a d'ailleurs un système de secte. Regardez comment tous ces ouailles qui osent faire une petite erreur sont corrigés, ça c'est sanctionnés, voilà, façon Pol Pot, on va les rééduquer, l'autocritique. Mais voilà, ça, je sais que tu vas l'approuver. Mais aujourd'hui, attention, il est vraiment dans ce système-là, mais ce nouveau prolétariat qu'il va, il s'imagine que la révolution qu'il a ratée, il va apporter une forme de révolution arabe, il le dit, la rue arabe, il en est complètement fou. Et je pense que d'abord, c'est une insulte faite à nos concitoyens de religion musulmane, qu'il met dans ce paquet-là en pensant qu'ils vont, de façon consubstantielle, se sentir appartenir à ce nouveau prolétariat que lui veut réveiller, non pas pour construire quoi que ce soit, mais pour détruire. Alors, moi, je voudrais c'est des professionnels de la destruction. Rapidement. On sait tous que Jean-Luc Mélenchon et la NUPES sont les spécialistes de l'assignation identitaire à communauté religieuse. On sait tous qu'ils font une OPA sur la banlieue, mais en pariant non pas sur la banlieue qu'ils essentialisent, parce qu'ils les appellent les Maghrébins, ils les appellent les Arabes, ils les appellent les Noirs, ils n'ont rien de républicain, ils ne comprennent pas qu'on est d'abord français, de confession de quelque chose ou d'une certaine ethnie. Peu importe, mais on est d'abord français. Mais ça, le pari de la violence de la NUPES, elle se fait uniquement sur une infime partie des personnes qui habitent en banlieue. Moi, je peux vous dire que j'ai énormément de messages de personnes d'origine maghrébine qui ne voteront jamais la NUPES parce qu'ils se sentent insultés. Ils se sentent insultés de cette espèce d'indigénat de la pensée assignatrice qui ne vous réduit que par votre ethnie ou l'appartenance à votre religion. Mais là où je sais pertinemment qu'il se trompe sur ce pari, M. Mélenchon, c'est que son logiciel ne rentrera jamais dans le normatif des banlieues. Pourquoi ?
Son logiciel écologiste ne rentre pas parce que la plupart des personnes qui habitent en banlieue, en tout cas ceux sur lesquels il parie, ils ont tous 2 ou 3 voitures. Donc la taxe carbone, a priori, ils s'en fichent complètement. Non mais c'est la réalité. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est juste. Ensuite, le pari sur le progressisme transgenriste, etc. L'extrême droite islamique très conservatrice n'y adhérera jamais. Et ensuite, la lutte contre le capitalisme prédateur dont se prévaut la NUPES, eux font tout précisément pour arborer les signes du capitalisme prédateur avec leur Rolex, leur GoFast dans les banlieues et leurs vêtements qu'ils achètent avenue Montaigne. Donc le logiciel de Jean-Luc Mélenchon, il est tronqué, il est erroné. Voilà. Il ne lui reste que celui des sur-musulmans qui sont dans la surenchère de la musulmanité dans leur quartier et il espère agréger quelques voix. Alors il se dit que peut-être en pariant sur la violence et en distillant un discours incendiaire comme lors des émeutes, il arrivera à agréger cet électorat. Mais moi, je peux vous assurer que dans les banlieues, bon nombre exècrent la NUPES. Très belle analyse de Sabrina Medjeber. On va saluer les auditeurs d'Europe 1 qui ont rendez-vous dans un instant avec Hélène Zellani pour l'information. Et nous, on va tout de suite regarder à nouveau l'émotion de la maman de la jeune Mia, cette franco-israélienne de 21 ans qui vient d'être libérée. Regardez la façon dont sa maman a réagi quand au téléphone, elle a appris la bonne nouvelle. Voilà, on a envie de terminer cette émission là-dessus. Et je vous vois ému, Franck Tapiro, on est tous... voilà, je l'ai eu au téléphone ce matin très tôt. Cette maman toutes les 2 heures. Et encore une fois, en tremblant, parce que vous savez, tant qu'on a vu vraiment la bonne nouvelle, comme quoi elle était libérable, j'emploie toujours ce mot, tant qu'elle n'est pas libérée, tant qu'on ne l'avait pas vue. Évidemment. Et là, depuis cet après-midi, on a vu les images avec la Croix-Rouge, donc... Et là, on voit les images des secouristes qui l'attendent à l'hôpital où l'hélicoptère, il n'a pas encore décollé, mais arrivera dans la soirée, on vivra tout ça. Oui, c'est bien resté là-dessus parce qu'il y a toute l'inquiétude qui est charriée par le sort d'autres otages, l'issue incertaine de cette trêve humanitaire qu'accepte Israël. Et Éric Nolot, on peut se prendre à espérer quelques instants ou pas ? Écoutez, c'est un luxe qu'on peut plus se permettre. Faisons en sorte, savourons cette joie sans mélange. Voilà. Après, laissons, dans 5 minutes, on va être repris par les inquiétudes. Mais écoutez, ça fait plaisir. Moi, ça fait ma journée. Ça fait ma journée. Franck Tapiro, la France s'est activée pour les libérations de ses otages. La France est Il en reste encore ou pas ? Bien sûr, la France est activée énormément. Je peux vous dire que là, il faut vraiment le redire, le président Macron en première ligne. Et vraiment, il s'est activé. Il y a d'autres personnalités françaises, je ne sais pas si je peux les citer, mais qui sont en lien avec le Qatar et qui se sont servis de leur lien avec le Qatar pour faire pression. Bon, ce n'est pas un secret, mais Nicolas Sarkozy s'est aussi activé de façon très forte. Donc il faut le dire, parce que je sais qu'il y a pas mal d'avis un peu contradictoires les concernant, mais je peux vous dire qu'ils pensent aux otages, ils se sont battus, et j'ai échangé avec eux. Voilà, il faut leur rendre hommage. Il y en a d'autres encore à libérer, mais je pense qu'ils continueront leurs efforts. Donc il faut leur dire bravo et merci. Et oui, le président Macron aussi s'est impliqué. Donc il faut souligner aussi les choses qui vont bien. Merci beaucoup Éric Nolot, Sabrina Medjeber, Franck Tapiro, Céline Pina, Éric Revel. Merci d'avoir partagé avec nous ces moments d'intense émotion après la libération de la jeune Mia.